au Canada français et au Québec a connu un essor fulgurant tout au long du 20e siècle et continue de se transformer à une vitesse impressionnante depuis le nouveau millénaire, notamment à cause de l'innovation technologique. Dans le cadre des divers projets de recherche, je me suis intéressée à l'édition francophone en situation minoritaire au Canada. Le projet sur les traces de l'éditeur portait sur les archives d'éditeurs québécois et franco-canadiens de la période allant de la fin de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui. Dans le cadre de nos recherches, mes collègues et moi avons exploré les fonds d'archives éditoriales afin de mieux comprendre l'évolution du milieu de l'édition et de découvrir ce qu'il nous révèle sur le métier d'éditeur, sur les relations que celui-ci entretient avec les autres acteurs du monde littéraire et sur la façon dont il négocie sa part du marché du livre. Nous cherchions donc à mieux comprendre le fonctionnement de l'édition, les rôles qu'endossent les éditeurs et la façon dont ils négocient leur place dans le champ littéraire. Les fonds d'archives éditoriales que nous avons fouillés nous ont dévoilé la lutte pour le capital symbolique sur lequel se fonde la réputation des éditeurs, mais aussi un pan peu étudié du métier, soit le côté commercial du monde de l'édition et la lutte pour le capital financier. Mes recherches ont porté pour leur part sur les fonds du regroupement des éditeurs franco-canadiens, des éditions du Vermillon, des éditions L'Interligne et des éditions Le Nordir, qui se trouvent au Centre de recherche en civilisation canadienne-française, qui a depuis également acquis les archives des éditions Prises de parole. Dans un premier temps, je présenterai la collection de fonds d'archives du CACCF, puis je reviendrai brièvement sur l'histoire de l'édition en Ontario français. Cela me permettra de mettre la table pour une présentation rapide des défis rencontrés par les éditeurs franco-ontariens, mais aussi acadiens et franco-manitobains, et un bref examen des solutions qu'ils ont explorées pour les relever, dont témoignent les archives. Le CACCF possède une riche collection de fonds d'archives éditoriales. Presque tous les fonds des maisons d'édition franco-ontariennes s'y trouvent, soit ceux des éditions Prises de parole, L'Interligne, Le Vermillon, Le Nordir et du regroupement des éditeurs franco-canadiens. Le CACCF, comme je le disais, vient d'acquérir le fonds des éditions Prises de parole, mais est aussi en cours d'acquisition des archives des éditions David et des éditions Malaika, première maison d'édition franco-africaine fondée à Ottawa en 2003. Il manque celle des éditions du Greffe et des petites maisons d'édition comme le Chardon Bleu. Les fonds d'archives éditoriales comprennent divers types de documents, dont de la correspondance, des rapports de lecture, des contrats et ententes, des communiqués de presse, des demandes de subventions auprès des nombreux organismes fort diversifiés, des recensions critiques, des épreuves de livres et des documents iconographiques ou photographiques. Ils témoignent aussi de leur participation à divers types d'activités de promotion du livre, comme les salons du livre, les festivals de littérature ou les foires du livre. On y retrouve également des échanges avec d'autres organismes voués à la promotion du fait français en contexte minoritaire. Outre les demandes de subventions, divers autres documents touchant aux finances et à l'administration de la maison d'édition, tels que les procès-verbaux des réunions des conseils d'administration, nous révèlent l'aspect commercial de l'édition. On oublie souvent que les maisons d'édition littéraire doivent concilier les impératifs esthétiques aux considérations financières. Une maison d'édition, même sans but lucratif, est une entreprise commerciale qui se doit d'avoir une saine gestion afin de ne pas perdre les subsides qui assurent son existence. Elle est également un organisme culturel, je dirais même artistique, en ce qu'elle élabore et met en pratique une mission éditoriale qui énonce sa vision de la littérature et son rôle dans ce domaine. En outre, en situation minoritaire, les maisons d'édition, comme tous les organismes culturels ou artistiques, se voient souvent mobilisés à des fins politiques et à assurer la vitalité des communautés. En Ontario, une édition très embryonnaire apparaît au milieu du 19e siècle, lorsque le siège du gouvernement du Canada uni, qui deviendra le gouvernement fédéral, est transféré à Ottawa en 1865. L'édition littéraire tentera de prendre appui sur les structures mises en place par les imprimeurs, comme l'imprimerie de Beauregard ou les congrégations religieuses, mais sans grand succès avant 1974,
et la fondation de prise de parole à Sudbury. Puis 1981, lorsque sont fondées les éditions L'Interligne à Ottawa. Après l'échec des États généraux du Canada français, la scission de la communauté canadienne-française en petits groupes provinciaux ou régionaux et le développement de l'éducation postsecondaire en français, la volonté de fonder des maisons d'édition au Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Manitoba se concrétise. Il est d'ailleurs assez éclairant que les éditions d'Acadie de Moncton au Nouveau-Brunswick, les éditions Prise de parole de Sudbury en Ontario et les éditions du Blé de Winnipeg, Saint-Boniface au Manitoba, voient le jour à une année d'intervalle chacune, soit en 1972, 1973 et 1974. Dans les années qui suivront, d'autres maisons d'édition seront fondées. Les éditions des Plaines à Saint-Boniface en 1979, les éditions Personnage à Moncton en 1980, mais surtout en Ontario, où les éditions L'Interligne sont mises sur pied à Ottawa en 1981, les éditions du Vermillon en 1982, les éditions du Nordir ouvrent à Hearst en 1988 et les éditions David à Orléans, banlieue d'Ottawa, en 1993. Quant aux éditions du Greffe de Toronto, elles sont issues du groupe de recherche en études francophones fondé par le regretté Alain Baudot en 1984. Elles ont étendu leur mission du livre savant aux ouvrages de création vers 1993. Éditer des livres en français en contexte minoritaire n'est pas de tout repos. Les défis sont grands, l'isolement et le manque de moyens contraignent. C'est pour mener des actions concertées et pallier ces lacunes que des éditeurs se réunissent en 1989 et forment le regroupement des éditeurs canadiens-français, qui porte aujourd'hui le nom de Regroupement des éditeurs franco-canadiens. L'organisme compte à présent 17 membres, a toujours comme objectif de rallier les éditeurs francophones actifs à l'extérieur du Québec afin qu'ils puissent mener des actions concertées dans le domaine de la commercialisation, de la promotion, de la représentation et de la formation. Les archives du RFC sont particulièrement utiles pour comprendre les enjeux de l'édition en contexte minoritaire. Mes recherches dans les fonds d'archives des éditeurs m'ont permis de voir que les obstacles auxquels font face les éditeurs franco-canadiens ne sont pas très différents de ceux que les éditeurs québécois doivent relever. En effet, qu'ils aient pignon sur rue au Québec ou ailleurs au Canada, les éditeurs francophones cherchent constamment à rejoindre un nombre plus grand de lecteurs. La condition minoritaire sur le continent nord-américain et au Canada fait en sorte que le lectorat est très restreint. Il l'est d'autant plus que les taux d'alphabétisation sont très bas chez les francophones, même au Québec. Les statistiques du programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes de 2010 montrent l'ampleur du problème. Selon cette enquête, au Québec, principal lieu de vitalité de la langue française sur le continent, seulement 11,3% des répondants ont des compétences de niveau supérieur, 4 ou 5 en lecture, et 35,5% de niveau intermédiaire 3. Les francophones au niveau 4 ou 5 sont de 7,2% au Nouveau-Brunswick, 12,5% en Ontario et 18,3% au Manitoba. On le voit, ce n'est pas la situation minoritaire qui est le facteur dominant, mais bien le niveau de scolarité. Les statistiques montrent aussi que les résultats des francophones sont sensiblement les mêmes que ceux des anglophones, sauf au Nouveau-Brunswick. Il n'en demeure pas moins que 18% d'une population peu nombreuse, comme celle du Manitoba, équivaut à un fort petit nombre de lecteurs potentiels. En outre, dans plusieurs régions, lire en français hors du contexte scolaire est difficile puisqu'il n'y a pas d'endroit où se procurer des livres dans cette langue. Les bibliothèques publiques n'en tiennent souvent pas, et même lorsqu'ils en ont, ce sont souvent les best-sellers québécois ou français qui retiennent l'attention des bibliothécaires aux achats. Pire, en janvier 2020, ONFR+ dévoilait que plusieurs bibliothèques publiques de l'Ontario souhaitaient se départir de leur collection de livres en français. La raison évoquée était le manque de demande. L'achat en librairie est encore plus problématique car à l'extérieur des grands centres comme Winnipeg, Moncton et Ottawa, il y a peu, je dirais même presque pas, de librairies francophones. La ville de Toronto peine à garder une librairie de langue française ouverte depuis la fermeture de la librairie Champlain en 2009 après 50 ans d'activité.
Une vaste enquête que j'ai menée en 2010 dévoilait que les bibliothécaires ont une méconnaissance profonde du livre franco-ontarien. C'est une évidence, on ne peut pas offrir au lecteur des œuvres que l'on ne connaît pas. Les éditeurs cherchent donc à la fois à rejoindre le lectorat local en rendant l'accès aux livres plus facile et à l'étendre à des marchés étrangers ou diversifiés, comme les marchés institutionnels, scolaires ou pour la jeunesse. Les diverses campagnes menées par le REFC pour rejoindre les lecteurs outre-frontières québécois ou français ou outre-langue anglophone en attestent largement. Les documents que mes assistants de recherche et moi avons retracés dans les fonds d'archives montrent que les éditeurs conçoivent des campagnes publicitaires bien ciblées. La fondation du REFC est sans doute le plus important moyen mis en œuvre par les éditeurs franco-canadiens pour suppléer au petit marché du livre local. Misant sur le dicton « L'union fait la force », les éditeurs membres de l'association s'allient pour avoir une plus grande visibilité sur la scène littéraire canadienne et surtout québécoise. Afin de mettre en œuvre son mandat, le regroupement conclut très tôt une entente avec le distributeur Prologue, crée un site Internet à partir duquel les lecteurs peuvent commander des livres et publie pendant plusieurs années le catalogue Livre 10, etc., aussi disponible en ligne comme point de vente virtuel. Cette initiative porte à présent le titre « À vos livres ». La vente se fait toutefois exclusivement en ligne sur le site du REFC. Le REFC publie aussi des feuillets thématiques et des fiches pédagogiques pour faire découvrir la littérature franco-canadienne auprès des bibliothécaires et des enseignants. Disponibles en ligne, les feuillets peuvent aussi être commandés gratuitement en version papier auprès du regroupement. Chaque année, de nouvelles campagnes publicitaires et de nouvelles initiatives voient le jour. La plus récente étant le site lireenontario.ca, mis sur pied en partenariat avec l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, qui est destinée aux écoles francophones de l'Ontario. En 1996, le regroupement lance une vaste campagne promotionnelle qui porte le double titre « Un pays s'écrit avec un E » et « Un pays s'écrit avec un T », qui illustre bien le rôle crucial de la publicité dans la survie de l'édition francophone au Canada. Ce titre tire avantage de l'homophonie des termes écrits et écrits et souligne que les écrivains franco-ontariennes prennent la parole et manifestent leur présence par écrit. La prise de parole est au cœur de la fondation des maisons d'édition franco-canadiennes dans les années 1970, qui voulait justement être un lieu où les écrivains et écrivaines des milieux où le français est minoritaire aient la possibilité de publier des livres chez eux pour un lectorat d'abord local. Le design graphique du matériel promotionnel lui permet également d'insister sur ce jeu de mots en soulignant en rouge la lettre E dans ses cris, qui montre bien qu'il ne s'agit pas d'une erreur d'accord. Si les auteurs franco-canadiens s'écrient en écrivant, c'est aussi parce qu'ils ont le défi de se faire entendre au Québec, une province dont la population constitue le plus grand marché francophone en Amérique du Nord. De là vient d'ailleurs le slogan, sans doute légèrement frondeur, utilisé par le REFC. Il n'y a pas qu'au Québec qu'il se fait de bons livres en français. Mes recherches montrent que les moyens mis en œuvre sont les plus diversifiés. Les maisons d'édition organisent des événements, lectures d'œuvres, lancements, rencontres littéraires, participent à des salons du livre, cherchent à accumuler du capital symbolique en mettant de l'avant une image de marque qui s'appuie sur la renommée des écrivaines et écrivains publiés. Ils célèbrent leurs exploits, notamment lorsque leurs livres remportent des prix prestigieux, et fêtent leur longévité en soulignant leur 10e, 15e, 30e anniversaire. D'autres analyses des données accumulées restent à faire, mais l'on voit d'ores et déjà l'ampleur des défis à relever et la variété des mesures mises en œuvre pour y parvenir. En somme, l'édition en français en contexte minoritaire est toujours précaire, mais elle innove constamment afin de se pérenniser. Les défis sont grands, mais les éditeurs misent pleinement sur les moyens à leur portée pour y faire face. Merci de votre attention.